Bonjour. Donc, aujourd'hui, le sujet de ce webinaire, c'est l'anxiété, bien évidemment, et savoir comment gérer cette anxiété, comment se débrouiller avec son anxiété, et donc pouvoir retrouver une vie sereine. Alors, j'attends vos questions, bien sûr, et en attendant vos questions, qu'est-ce que je peux vous dire? Si ce n'est que il y a plein de choses qui peuvent rendre anxieux, il y a plein de façons d'être anxieux, et donc la première chose à faire quand on est la proie de l'anxiété, c'est tout d'abord de se demander qu'est-ce qui cause cette anxiété, qu'est-ce qui fait que on est tendu, qu'est-ce qui fait que on est inconfortable, qu'on appréhende le futur, qu'est-ce que l'on appréhende plus exactement. Et d'autre part, donc une fois qu'on reconnaît les causes, la façon dont se manifeste cette anxiété, eh bien, c'est de repérer ce qui finalement enfin, comment se manifeste cette anxiété pour nous, comment on vit cette anxiété, est-ce que l'on ressent beaucoup cette anxiété dans son corps, est-ce qu'on est vraiment très inconfortable dans son corps, est-ce qu'on, par exemple, il y a des moments où on a des difficultés à respirer, des moments où le cœur bat vite, des moments où les muscles sont tendus, où on est très tendu, crispé, voilà, des choses comme ça, qui sont des manifestations d'anxiété. Quelquefois, ça peut aller plus loin jusqu'à ce qu'on appelle des attaques de panique, c'est-à-dire vraiment des moments où on a le sentiment qu'on pourrait presque mourir, tellement on est inconfortable et mal dans sa peau, où le cœur bat à tout rompre, où la respiration se fait extrêmement difficile, où tout le corps est tendu, voilà, et où on est évidemment complètement paniqué. Dans d'autres cas, l'anxiété peut se manifester par une inquiétude physique sur sa santé. Par exemple, c'est ce qu'on appelle l'hypocondrie. Donc on observe son corps et on recherche à l'intérieur de son corps des choses qui peuvent mal se passer, qui peuvent nous inquiéter. Et donc on se découvre généralement assez facilement toutes sortes de maladies, de choses bizarres qui se passent dans son corps. Et à ce moment-là, on cherche sur Internet, on s'inquiète, on se demande qu'est-ce qui est en train de se passer. Éventuellement, on consulte des médecins qui vous rassurent ou qui ne vous rassurent pas. Et donc, mais en fait, lorsqu'on est vraiment hypocondriaque, rien ne nous rassure vraiment. Les médecins, ce qu'ils nous disent, c'est finalement, au jour d'aujourd'hui, ce qui vous inquiétait, eh ben, n'a pas lieu de vous inquiéter, mais rien, en fait, ne nous empêche de nous inquiéter pour autre chose. Si ça n'est pas ça, c'est autre chose. Donc, une autre façon, une chose que l'on voit très couramment aussi chez les personnes anxieuses, c'est une sorte de recherche de perfection, ce qu'on appelle le perfectionnisme, où on va vouloir faire les choses de façon parfaite, faire toutes les choses de façon parfaite, donc on charge la barque d'une façon très importante, et ça conduit finalement à se mettre dans une situation où on n'arrive pas à faire face. On essaye souvent de faire plusieurs choses à la fois, parce qu'il faut tout faire parfaitement, et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on est débordé, on n'est jamais content de ce que l'on fait, ça ne va jamais, et donc l'anxiété monte en permanence, et très souvent elle est suivie par la dépression. Hein, on se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arranger les choses, et plus on essaie d'être parfait, plus on essaye d'arranger les choses pour que les choses soient parfaites et que donc on soit tranquille, et moins on y arrive. Voilà, donc je vous dis des choses comme ça, qui sont assez générales, mais ce qui serait bien, c'est que vous posiez des questions et que vous puissiez expliciter un petit peu plus
ce qui vous, personnellement, vous empêche de mener une vie sereine. C'est quoi une vie sereine finalement? C'est lorsque l'on arrive à faire ce que l'on a à faire et lorsque on considère que on a une direction de vie, que la vie que l'on mène, elle va quelque part. On sait à peu près où on veut aller. Et une vie sereine, c'est quand ce que l'on fait est en accord avec les idées que l'on a sur ce que doit être sa vie. C'est pas toujours facile. Hein. Bien, alors ces questions. Ne comptez pas sur moi pour parler pendant 1 heure dans le vide. Je peux faire la grève aussi. Pour avoir des réponses, il faut avoir des questions. Qui se lance? Ah, Isabelle. Des problèmes de connexion. Eh oui, pas encore de questions, Isabelle. On te donne 2-3 minutes, mais pas plus. Alors, Isabelle, je trouve intéressant votre commentaire sur la sérénité. C'est effectivement ce que je recherche, et pourtant elle semble si loin. Alors, il va falloir que vous m'expliquiez un peu mieux. En rapport avec une direction, oui, effectivement, je pense que il faut savoir où on va dans la vie. Hein. Si on vit simplement en suivant l'air du temps, en partant de l'idée que la vie est faite pour avoir une succession de plaisirs, eh bien, on mène une vie insensée. Et à ce moment-là, il est très difficile de trouver finalement la satisfaction de vivre. Hein. Parce que tout simplement, les plaisirs sont fugaces. Quelque chose vous fait plaisir, et puis ça se termine. Et donc, le moment où ça se termine devient un déplaisir. La fin d'un plaisir, eh bien, c'est un déplaisir. Donc, plaisir et déplaisir sont là pour se succéder, et lorsqu'un plaisir se termine, vient l'ennui, en règle générale, et on va donc rechercher un autre plaisir, une autre satisfaction, quelque chose qui va encore nous apporter un peu de plaisir de vivre, et ça aussi, ça va se terminer, et un peu c'est la course à l'échalote. Hein, comme exemple, je donnerais le consumérisme, par exemple. Hein. Acheter, consommer, on peut consommer des tas de choses. On peut consommer des objets, bien évidemment, qu'on achète, mais on peut aussi consommer des voyages, on peut consommer
des loisirs, on peut consommer toutes sortes de choses que l'on peut trouver. Et cette consommation est plaisante, mais se termine. Et quand elle se termine, vient la frustration, vient l'ennui, et il faut donc relancer la consommation. Et ainsi de suite. C'est un peu le principe de notre société, d'une certaine façon. C'est ce qu'on vous dit. Le plaisir est dans la consommation. Mais la consommation, à terme, ne peut que décevoir. Il faut avoir une direction de vie, il faut savoir où on va, il faut avoir des objectifs dans la vie, et avoir des valeurs, avoir des choses qui nous importent, qui pour nous donnent du sens à notre existence. Alors ça peut être beaucoup de choses, des choses qui donnent du sens à notre existence. Ça peut être par exemple les relations humaines, la famille par exemple, les relations familiales, les relations sentimentales, ça peut être les relations filiales, ça peut être les relations amicales, toutes sortes de relations peuvent faire que ça donne du sens à notre vie d'avoir ces relations-là. Le travail peut être aussi une direction de vie, et certains s'investissent tellement dans le travail que c'est leur principale direction de vie, c'est réussir sur le plan professionnel, faire quelque chose dans sa vie professionnelle. Ça peut être s'instruire, ça peut être apprendre, qui peut être quelque chose de fondamental pour nous. Donc, enrichir ses connaissances, comprendre mieux ce qui se passe pour nous et pour les autres, mieux comprendre le monde, ça peut être un objectif de vie. Pour d'autres, ce sont des valeurs religieuses, ce sont des valeurs philosophiques qui vont être les plus importantes, ou bien ça peut être encore l'engagement social, être utile aux autres, comment finalement être utile à la société, comment être utile à ses proches, comment être utile à son échelle, comment est-ce qu'on peut aider finalement les autres. Voilà, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être des directions de vie. Bien évidemment, on peut avoir plusieurs directions de vie. En règle générale, on n'en a pas 10 000 non plus. En règle générale, on a 2, 3 directions de vie fondamentales pour nous, qui nous paraissent importantes. Et d'ailleurs, souvent, il peut y avoir des conflits entre les directions de vie. Qu'est-ce que je dois privilégier? Est-ce que, par exemple, la direction de vie qui consiste à privilégier les relations familiales ou les relations sentimentales, conjugales, eh bien, peut entrer en conflit avec la direction de vie qui consiste à se centrer sur son travail, sa vie professionnelle pour pouvoir réaliser quelque chose. Le temps que l'on passe d'un côté, on ne le passe pas de l'autre, et donc il peut y avoir des conflits entre différentes directions de vie. Voilà, je crois que j'ai répondu, Isabelle. Est-ce que ça vous paraît suffisamment clair? Alors Isabelle me dit qu'elle comprend. Très bien. Elle comprend, mais on ne sait pas si elle est d'accord. Et Isabelle ne nous parle pas de ses propres valeurs ou directions de vie. Mais enfin, on s'éloigne peut-être un petit peu du sujet, si vous voulez. Le fait d'avoir le sentiment qu'on n'a pas de direction de vie, ou bien qu'on n'arrive pas à finalement vivre selon ses valeurs, engendre une frustration, une insatisfaction dans la vie, mais pas forcément de l'anxiété. C'est pas, en règle générale, c'est pas une affaire d'anxiété, c'est plutôt une affaire de déception, de déprime, de dépression, beaucoup plus que l'anxiété. L'anxiété, ce qui génère fondamentalement l'anxiété, eh bien, c'est l'inquiétude du futur. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Alors, Isabelle, depuis plusieurs mois, ma vie est une girouette.
beaucoup de changements et c'est déstabilisant, crise de vertige. Alors, tout changement est un stress. C'est même quasiment la définition du stress. Le stress, c'est un changement. Et donc, avec une nécessité de s'adapter au changement, de faire face au changement. Alors, on continue le dialogue avec Isabelle, puisque c'est la seule qui intervient aujourd'hui. Comment gérer quand on n'a pas, qu'on ne peut pas encore avoir de direction stable, quand on est en attente avec beaucoup d'incertitudes, changement de domicile, de région, d'environnement, projet professionnel en suspens. Alors, oui, finalement, bon, on ne réalise pas, si vous voulez, il faut distinguer ce qui est une direction de vie, donc c'est quelque chose qui gouverne notre vie d'une façon assez profonde, assez longue. On change parfois de direction de vie au cours de sa vie, mais souvent une direction de vie, on la garde assez longtemps. Et ce qui est de l'ordre des objectifs, c'est-à-dire que quand on a une direction de vie, quand on a des valeurs, on se fixe des objectifs qui s'inscrivent dans ces valeurs, dans cette direction de vie. Et là, on peut distinguer des valeurs à long terme, on peut distinguer des objectifs à long terme, des objectifs à moyen terme et des objectifs à court terme. Donc, par exemple, si on parle de projet professionnel, puisque vous parlez de projet professionnel, eh bien, sur le long terme, un projet professionnel, c'est par exemple progresser, enfin, pouvoir trouver un travail dans le domaine qui nous occupe et qui nous paraît intéressant, qui nous paraît avoir du sens pour nous. Donc ça, c'est un projet professionnel sur le long terme. Mais pour arriver à trouver un travail qui a du sens pour nous, quelquefois, eh bien, il faut d'abord commencer par avoir la formation adéquate. Et donc, sur le moyen terme, ça va être obtenir la formation adéquate pour pouvoir ensuite réaliser son projet professionnel. Et sur le court terme, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire cette semaine pour faire avancer mon projet professionnel? Et il y a toujours des choses qu'on peut faire dans cette direction-là. On peut se préparer, par exemple, on peut approfondir un certain nombre de choses, on peut faire avancer ses connaissances dans un domaine particulier, voilà, des choses comme ça, qui font qu'on peut avancer, on peut faire quelques petits pas dans la direction voulue. Est-ce que vous êtes d'accord, Isabelle? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous pourriez faire sur le moyen terme ou sur le court terme? Et les autres, ça serait bien de vous réveiller un petit peu, hein? Alors, on peut parler aussi des moments où on est déstabilisé, les moments où, voilà, on est anxieux, est-ce qu'on va y arriver, est-ce que ça va marcher, est-ce qu'on va pouvoir faire ce que l'on veut. Alors, Isabelle continue à nous dire, oui, forcément, je suis d'accord, on ne peut pas s'empêcher d'avancer dans la direction voulue, faire des petits pas, seulement l'anxiété est quand même là, voilà, effectivement, pour moi en tout cas, et c'est difficile quand je vois que j'avance un peu. Alors, quand l'anxiété se manifeste, eh bien l'anxiété est paralysante, c'est-à-dire que
le fait de s'angoisser sur le futur. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je serai capable? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que j'aurai des occasions suffisantes? Est-ce que finalement, est-ce que j'aurai de la chance? Ou bien, voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Et à partir de là, souvent, ce genre de questions, on a des réponses. Un type de réponse qu'on peut avoir très couramment, c'est ce qu'on appelle des pensées automatiques, des pensées inhibitrices. Des pensées où on se dit « je ne serai pas capable, je ne vais pas y arriver, c'est pas possible, je ne le mérite pas, je ne suis pas assez forte, telle et telle chose va m'empêcher, je ne suis pas... voilà, je n'y arriverai jamais, je suis nul, etc. » Ce genre de discours qui sont des discours inhibiteurs, c'est-à-dire que ce sont des discours qui nous empêchent de passer à l'acte et de faire quelque chose dans le bon sens. Et souvent, à la suite de ces discours inhibiteurs, eh bien, viennent des scénarios négatifs, des scénarios de catastrophe, où on imagine que l'on commence à faire quelque chose et que ça se passe mal, que ça tourne à la catastrophe. Et là, on imagine des catastrophes, et plus on imagine évidemment des catastrophes, et plus on s'angoisse. Ou bien on imagine qu'on ne va rien arriver à faire, que la catastrophe, ça sera qu'on ne fait rien, hein, qu'on est totalement paralysé par l'angoisse, et que donc on laisse passer ses chances. Voilà un petit peu ce qui peut se passer. Alors, dans le programme Équilibre et Bien-être, on vous donne un certain nombre de petits trucs. Le premier petit truc, c'est déjà d'arriver à travailler sur son anxiété. Pour ça, alors, il y a des méthodes extrêmement simples quand on est anxieux, quand on sent la paralysie venir, de faire d'abord des exercices respiratoires, des exercices très simples. Les exercices, le plus simple des exercices, consiste à ralentir sa respiration. Là, plus on respire vite, quand on est anxieux, on respire vite. Et plus on respire vite, plus l'anxiété augmente. Et inversement, quand on arrive à ralentir sa respiration, eh bien à ce moment-là, pour des raisons assez mécaniques, purement métaboliques, on augmente, quand on ralentit sa respiration, on augmente la quantité de gaz carbonique et on diminue la quantité d'oxygène, et il se trouve que le gaz carbonique calme votre cerveau. Donc, le premier exercice qu'on peut vous donner, c'est ce qu'on a appelé dans le programme la crise de calme, qui consiste à ralentir sa respiration, commencer par vider ses poumons, faire comme si ses poumons étaient un ballon qui se dégonfle sous son propre poids, et inspirer ensuite lentement, bloquer la respiration et à nouveau laisser ses poumons se dégonfler. Juste ça, le faire une fois. Et après reprendre une respiration normale, si tout va bien, elle est déjà ralentie. On peut faire 3-4 respirations normales et recommencer. Il ne faut pas enchaîner les respirations lentes. On les sépare par des respirations normales. Donc ça, c'est un exercice ultra simple que l'on peut faire. Je vous le conseille. Dans le programme, on vous donne d'autres exercices, des exercices de relaxation classique, des exercices de pleine conscience. Je ne vais pas me lancer ici, aujourd'hui, avant qu'on me pose des questions, dans la différence qu'il y a entre les techniques de relaxation et les techniques de méditation de pleine conscience, mais sachez que ce sont des méthodes très différentes en réalité, quoique qui se ressemblent apparemment, mais que l'idée générale, c'est dans les deux cas de se débrouiller avec son anxiété. La deuxième chose que l'on peut faire, et qui est un travail un petit peu plus avancé,
par rapport à son anxiété, c'est travailler sur les pensées automatiques. Et de ce point de vue-là, alors je vous en ai énuméré là, à l'instant toute une série de pensées automatiques. Et de ce point de vue-là, eh bien, ce que je vous conseille, c'est de commencer par les noter. De noter qu'est-ce que c'est, ce genre de petites phrases qu'on se dit sans même s'en apercevoir, la plupart du temps, ce sont des phrases automatiques, comme leur nom l'indique. Et ces pensées, on n'en prend pas vraiment totalement conscience sur le coup. Souvent, il faut déjà réfléchir finalement au mécanisme qui s'est passé à l'intérieur de notre tête pour se rendre compte qu'il y a des petites phrases comme ça qui ont lancé la machine. Bon, c'est ces petites phrases qu'il faut noter. Des petites phrases comme « je suis nul »,« je n'y arriverai jamais »,« c'est pas de ma faute, c'est la faute à un tel, c'est la faute à ceci, c'est la faute à cela, c'est parce que ci, c'est parce que ça ». Voilà, des pensées décourageantes, des pensées inhibitrices, des pensées qui font que on part dans des scénarios de catastrophe et qu'on ne fait rien, qu'on ne passe pas à l'action, qu'on n'a pas une action positive par rapport à un problème, qu'on est démoralisé, qu'on s'arrête. Voilà, c'est les pensées qui nous arrêtent. Donc, il faut les noter. Généralement, on en note, c'est un peu une surprise parce qu'on a tendance à penser qu'on en a beaucoup. Et quand on cherche, on s'aperçoit qu'on en a 4, 5, 6, voilà. Et c'est toujours les mêmes qui reviennent et qui reviennent. Donc, notez ces pensées automatiques. Et dans le programme, on vous apprend quelques petits trucs pour arriver à travailler sur ces pensées. Moi, parmi les petits trucs que je préfère, eh bien, ce sont des trucs qui consistent qui ne sont pas dans le programme équilibre et bien-être, hein, mais je vous en parle quand même parce que finalement, ça c'est mes petits dadas à moi. Eh bien, ce sont des petits trucs qui consistent à ridiculiser les pensées automatiques, c'est-à-dire prendre les choses par les mots. Alors, par exemple, je suis nul, supposons que vous soyez quelqu'un qui vous répétiez assez souvent « je suis nul, j'y arriverai jamais ». Voilà. Eh bien, cette pensée « je suis nul », vous pouvez la tourner en dérision en la collant sur une chanson, en la chantant. Donc, vous pouvez chanter sur un air de musique qui vous convient. Par exemple, allez, je ne sais pas, sur la musique de Frère Jacques. Vous voyez, moi je suis un grand classique. Donc, Frère Jacques, alors, je ne vais pas vous le chanter parce que je vais vous éviter ça. Bon, donc vous chantez pendant 1 minute 60 secondes. Si vous êtes courageux, 120 secondes. Ça fait long, 120 secondes, hein, mais c'est bien. Donc l'idée, c'est d'associer Frère Jacques et je suis nul, de telle sorte que ensuite, chaque fois que vous allez penser à je suis nul, vous allez aussi penser à la musique de Frère Jacques, à l'air de Frère Jacques. Et donc, j'espère que ça va vous faire rire et que ça va vous permettre de prendre du recul par rapport à cette pensée. C'est ce qu'on appelle défusionner avec cette pensée. Donc, pour que ça marche bien, si vous avez cette pensée « je suis nul », par exemple, il faut faire 2 minutes par jour pendant une bonne dizaine de jours, tous les jours, 2 minutes. Donc, chantonnez, je suis nul, toujours sur le même air de musique, c'est ce qui marche mieux. Et il faut faire ça pour chaque pensée automatique que vous ayez. Donc, dans le programme, on vous donne d'autres façons d'aborder les pensées automatiques, mais toujours est-il que travailler sur ces pensées automatiques est une chose très utile. Alors, Nicole. Alors, voilà, Nicole. Bravo, Nicole. Comment retrouver sa sérénité pour avoir un sommeil paisible lorsque l'on est stressé? Alors, première chose, lorsqu'on est stressé, comme je le disais en préambule, eh bien, c'est reconnaître son stress, reconnaître les manifestations de ce stress. Donc, une de vos manifestations de votre stress, c'est que ça perturbe votre sommeil, mais je suppose que dans la journée, il y a d'autres manifestations de ce stress. Donc, repérez ces manifestations et repérez
ce qui vous met dans cet état de stress, les causes de l'état de stress. Par exemple, est-ce que vous êtes, je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure, est-ce que vous êtes perfectionniste? Est-ce que vous cherchez toujours à faire les choses parfaitement? Et est-ce que ça vous met la pression? Donc, une des causes de l'état de stress, c'est que vous vous mettez beaucoup trop la pression dans ce cas-là, par exemple. Il y a plein d'autres raisons. Dans d'autres cas, c'est parce que vous imaginez toutes sortes de scénarios catastrophiques et donc vous entretenez votre stress. Des scénarios sur votre santé, des scénarios sur ce que vous avez à faire qui ne va pas marcher, etc., etc. Donc, retrouver les causes de l'état de stress. Ça, c'est très important. Et pour parler du sommeil, alors dans le programme Équilibre et bien-être, on vous donne des conseils d'hygiène du sommeil qui sont très importants. Donc, première chose à faire, veillez le soir, au moment du coucher, à être dans une bonne disposition d'esprit pour pouvoir trouver le sommeil. Ce n'est pas la peine d'aller dans votre lit si vous n'avez pas déjà sommeil. C'est même déconseillé. Et si vous êtes déjà dans votre lit et que le sommeil ne vient décidément pas, eh bien, il est même conseillé de ne pas rester dans le lit. Le lit, c'est un endroit qui est là pour se dormir. Plus on se retourne dans son lit, plus on cherche le sommeil, plus on essaye de se forcer à dormir, et moins on dort. Donc, il faut que votre lit soit associé au sommeil. Il faut qu'il y ait une sorte de conditionnement qui fasse que quand vous allez vers votre lit, automatiquement, eh bien, le sommeil vous gagne. Et ce conditionnement qui fait que le lit est associé au sommeil est l'exact inverse de ce qui se passe chez beaucoup d'insomniaques, où le lit est considéré comme une sorte d'instrument de torture. On va aller dans son lit, et là, on va se retourner dans tous les sens pour essayer de dormir en essayant de se forcer à trouver le sommeil, à compter les moutons ou je ne sais quoi. Et donc, plus on fait ça, et plus on aggrave son cas. Donc, si vous ne trouvez pas le sommeil dans votre lit, sortez de votre lit et travaillez à vous détendre. À vous détendre, donc, par tous les moyens que vous pouvez connaître. Alors, les petits trucs, si vous voulez, chacun a ses moyens, ses petits trucs pour se détendre. Certains vont prendre des bains chauds, d'autres vont boire des tisanes, d'autres vont regarder des trucs, vous savez, les trucs qui passent à la télévision à 2h du matin. Voilà. D'autres vont se plonger dans un livre. Si vous vous plongez dans un livre ou si vous regardez une émission de télévision, pourquoi pas, à condition que ça soit une émission ennuyeuse et un livre ennuyeux. Pas une sorte de thriller qui va vous maintenir en haleine, parce que là, vous n'allez pas dormir. Donc, faites des choses ennuyeuses. Et quand vous commencez à vous ennuyer, c'est le bon moment pour retourner au lit. Bien évidemment, vous pouvez utiliser toutes les méthodes de relaxation et de méditation de pleine conscience que nous vous proposons dans le programme pour vous mettre dans la bonne disposition d'esprit pour finalement que le sommeil vienne. Donc, c'est ça qui est important. Donc, d'abord, on se calme, d'abord, on se détend, d'abord, on se met dans la bonne disposition d'esprit, et après, on peut aller se coucher. Est-ce que ça répond à votre question, Nicole? Et sinon, rien ne vous interdit de poser une nouvelle question. Et de donner peut-être un peu plus de détails sur ce qui se passe pour vous. Parce que là, je vous fais une réponse assez générale. Si vous voulez des réponses détaillées, il faut me donner plus de renseignements. Donc Nicole, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, si ce que je vous ai dit vous sert, ou bien non.
Et si ça ne vous sert pas vraiment, eh bien, dites-moi en plus. Et Manon, Hub, Nicole, j'attends vos questions. Isabelle. Intéressant pour le sommeil, je reviens sur se mettre la pression. C'est souvent parce qu'on est perfectionniste. Alors, disons que les perfectionnistes sont les champions de la pression. Ce sont ceux qui sont les plus doués pour se mettre le maximum de pression. Donc l'idée du perfectionniste, c'est je dois tout faire à la perfection, et tout, voilà, je dois faire tout ce que j'ai à faire, et donc généralement ce sont des gens qui se font des listes, et généralement ils ont beaucoup de choses à faire, et tout ce que je dois faire, je dois le faire à la perfection. Et si je n'arrive pas à le faire à la perfection, et ben, si j'ai des doutes sur la capacité à faire les choses à la perfection, à ce moment-là, je préfère ne rien faire du tout, parce que je fonctionne dans un système de tout ou rien. Mais à ce moment-là, bien évidemment, si je choisis de ne rien faire, eh bien, je me déçois moi-même, et voilà, ça ne va pas non plus. Alors, cette idée que il faut se mettre moins de pression, c'est une idée très importante. Et dans le programme Équilibre Bien-être, on vous donne des conseils sur la gestion du temps, c'est-à-dire comment bien gérer son temps. On ne peut pas tout faire. Les journées n'ont que 24 heures. On a dans ces journées-là des obligations impératives. Une obligation impérative, par exemple, eh bien, c'est de s'auto-entretenir. Donc, il faut dormir déjà. Donc, suivant les gens, ça prend dormir. Ils ont besoin de 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures de sommeil par jour. Voilà, sur les 24, ça enlève déjà ça. Il faut manger, il faut boire, il faut se laver, il faut se transporter d'un endroit à l'autre, il faut s'occuper, on a des occupations obligatoires, on peut avoir des enfants, un conjoint, donc ça, c'est des choses dont il faut s'occuper. Bien évidemment, il y a le travail. Qu'est-ce qui nous reste comme temps pour nous ? Donc, souvent, on s'aperçoit que notre emploi du temps est déjà bien rempli. Et quand on veut faire les choses parfaitement, donc on veut faire, par exemple, on veut avoir une maison très bien rangée, impeccable, on veut s'occuper de ses enfants aussi bien que possible, il faut surveiller leurs devoirs, faire leur éducation, etc. Le travail, évidemment, il faut le faire à la perfection. Eh bien, on s'aperçoit que si on prend le temps que chaque tâche, si on mesure le temps que prend chaque tâche, eh bien, on arrive à peut-être, disons, 50 heures par jour. Donc là, on est devant une impossibilité. Et c'est ce qui décourage beaucoup les perfectionnistes. Donc, il faut pouvoir se limiter. Alors, une bonne nouvelle, c'est qu'on considère que c'est pas la peine de faire les choses à 100%. C'est pas utile. En particulier, par exemple, je vais prendre l'exemple du travail. On s'est aperçu, parce que ça a été beaucoup mesuré dans le travail, on a beaucoup étudié, finalement, quelle est la quantité de travail pour une tâche, combien de temps il fallait y passer, et cette tâche, supposons que si la perfection représente 100%, eh bien, il faut faire combien de cette tâche pour que cette tâche, on puisse considérer qu'elle a été suffisamment bien faite. Eh bien, on s'est aperçu que 80% suffit. Alors vous allez me dire, entre 80% et 100%,
eh bien, ça ne fait pas une grosse différence. Si, ça fait une très très grosse différence. Parce que quand vous voulez faire une tâche à 50%, disons que ça vous prend X temps. Quand vous voulez augmenter de 10% finalement la réalisation de la tâche, et donc passer à 60% de réalisation de la tâche, ça ne vous prend pas 10% de plus de temps, ça vous prend 2 fois plus de temps. Quand vous passez à 70%, ça vous prend 3 fois plus de temps. Quand vous passez à 80%, ça vous prend 4 fois plus de temps. Et quand vous voulez monter, et à partir de là, c'est une exponentielle, hein, et quand vous voulez monter à 91%, 92%, 93%, là, vous allez toujours multiplier par 2, finalement, la quantité de temps et la quantité d'efforts nécessaires pour réaliser une tâche. Donc là, on est dans une exponentielle. Et donc, il y a un moment, il faut s'arrêter. Il y a un moment, il faut savoir arrêter, finalement, et faire une tâche, ne pas aller plus loin que ça dans sa tâche. Et 80%, c'est bien. Ça nécessite, c'est faisable, on considère que c'est faisable, et ça nécessite un temps raisonnable la plupart du temps. Et nos patrons sont contents, et nous pouvons nous contenter nous-mêmes d'avoir fait une tâche à 80%. Vous pouvez par exemple vous contenter de faire votre ménage à 80%, vous aurez fait suffisamment votre ménage, suffisamment bien, pour que tout le monde soit content, sauf vous bien sûr si vous êtes perfectionniste. Alors Nicole me dit, vous m'avez éclairé et bien répondu à ma question. Ah ben c'est gentil, merci. Et Nicole continue, lorsque je suis très angoissée et stressée, je dors un peu tard et je fais 5h à 5h30 de sommeil. Cela n'est pas évident car je me réveille dans la nuit à 3-4 heures du matin. Ouais. Donc si j'ai bien compris, quand vous êtes angoissé et stressé, eh bien ça raccourcit votre temps de sommeil. Vous avez peut-être un sommeil plus léger et donc vous vous endormez, mais vous vous réveillez dans la nuit. Bon, en fait, il y a ces deux formes d'insomnie qui sont assez classiques. L'insomnie où on n'arrive jamais à s'endormir et l'insomnie où on s'endort, mais où on se réveille trop tôt. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait à 3-4 heures du matin quand on se réveille? Ça dépend beaucoup du temps de sommeil qui vous est nécessaire. Si vous êtes reposé avec 5h30 de sommeil, ma foi, où est le problème? Si, habituellement, quand vous n'êtes pas stressé ni angoissé, votre temps de sommeil est plutôt proche des 8 heures, donc ça veut dire que vous avez une nuit qui est un peu écourtée. Je dirais, il y a plusieurs solutions. La première, c'est d'essayer de vous rendormir, bien sûr. Donc vous pouvez vous lever. Alors, une fois que vous êtes réveillé, ce n'est pas la peine de rester au lit, on l'a dit. Donc, levez-vous, allez vous asseoir dans un fauteuil et utilisez, par exemple, une technique de relaxation, une technique de méditation de pleine conscience. Il y a des enregistrements qui sont fournis sur le programme et de telle sorte que vous puissiez calmer votre angoisse. Je rajouterai à ça peut-être une chose importante, ça n'est pas à 4 heures du matin, ça n'est jamais une bonne idée d'essayer de résoudre des problèmes que l'on a. Donc si vous êtes angoissé par un problème à résoudre, eh bien 4 heures du matin, ce n'est pas le bon moment. N'essayez pas de résoudre quoi que ce soit à 4 heures du matin. Dans la nuit, eh bien, c'est assez curieux, mais la plupart des gens n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes. Au contraire, pendant la nuit, on verse très très facilement dans des scénarios de catastrophe. Donc, ce que vous pouvez faire à 4 heures du matin, c'est noter le problème qu'il va vous falloir résoudre et le garder, pour ne pas l'oublier, tout simplement, pour le mettre au clair, et le garder pour la journée quand le soleil brille. Et là, vous pourrez essayer de trouver des solutions aux problèmes qui peuvent vous angoisser. Donc, j'en étais à 4 heures du matin, on peut essayer de se rendormir, donc d'abord se détendre, et puis laisser le sommeil nous gagner.
Donc, on se détend et on attend que le sommeil vienne, parce que ça ne peut pas se contrôler. On ne peut pas faire venir le sommeil. Ça n'est pas possible. On peut se détendre. Donc, créer les conditions pour que le sommeil vienne. Mais après, le sommeil vient quand il veut. Hein. Donc, on ne peut pas le forcer à venir. Donc, on se détend, on se calme, et on attend paisiblement que on commence à s'ennuyer et que le sommeil, on se dit, ah bah tiens, là, si j'allais me coucher, peut-être que je dormirais. Et là, c'est le bon moment pour retourner dans son lit. Première solution. Deuxième solution, c'est de se dire, bon, bah, c'est 4 heures du matin, je suis réveillé, j'ai qu'à commencer ma journée. Je suis sûr que vous allez trouver des choses à faire pendant cette période entre 4 heures du matin et votre heure habituelle de lever, qui peuvent peut-être faire avancer le schmilblick. Hein. Donc vous commencez votre journée. Donc cette nuit-là, vous aurez dormi moins. Eh bien, ça n'est pas grave d'avoir moins dormi pendant une nuit, parce que ça va augmenter votre pression de sommeil pour la nuit suivante. Donc, si vous ne dormez pas une nuit, et même 2 nuits, et même 3 nuits, eh bien, au fur et à mesure des nuits où vous avez finalement eu moins de sommeil que le temps de sommeil dont vous avez besoin, eh bien, vous augmentez votre pression de sommeil et ensuite, le sommeil sera, il y aura un temps de récupération qui va se faire et qui va favoriser des nuits meilleures. Donc, vous pouvez essayer de fonctionner comme ça. Maintenant, vous voyez, Nicole, comme vous êtes très stressé, angoissé, c'est un petit peu comme finalement Isabelle aussi, vous ne me parlez pas vraiment de ce qui vous angoisse et de ce qui vous stresse. Donc là encore, mes réponses ne peuvent être que très générales sur cet aspect-là des choses. Isabelle. Quand je ne peux pas dormir, il est rare que je sache pourquoi, oui, ça c'est possible. Je n'ai pas la sensation d'être angoissé ni de réfléchir à quoi que ce soit, en particulier. Mon truc, je bois un verre de lait ou un demi-verre. Oui, ben oui, chacun a son truc. Hein. Mais les trucs qui marchent pour quelqu'un ne marchent pas forcément pour quelqu'un d'autre. Hein. Donc voilà. Alors, un verre de lait chaud, c'est connu. Hein. Les boissons chaudes sont plus dormitives, je dirais, que les boissons fraîches. Et en plus, s'il y a un petit peu de sucre dedans, ça peut marcher. Donc, alors, c'est vrai qu'il y a des fois, on n'arrive pas à dormir sans qu'il y ait de raison particulière. Voilà, c'est simplement qu'on n'arrive pas à dormir. Bon, ben, c'est des choses qui arrivent, c'est pas bien grave. Hein. Quand on n'arrive pas à dormir, eh bien, on ne dort pas et on attend que le sommeil vienne. On va vaquer à ses occupations, comme je le disais précédemment, à certaines occupations, en faisant des choses plutôt ennuyeuses, et en attendant que le sommeil se décide à venir, voilà, faire sa comptabilité, faire des choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire, qui nous emmerdent, quoi. Voilà, c'est ce qu'on a de mieux à faire. Alors, Isabelle, même froid, ça marche. Eh bien, très bien. Hub. Ah, Hub. Pour ma part, je me réveille toutes les nuits vers 2 heures du matin et je dois impérativement sortir du lit. Ben oui, c'est une bonne idée, sortez du lit. Je regarde la télévision, des émissions en Alaska. Ah, c'est très bien ça. Alors, peut-être qu'il y a plus d'émissions sur l'Alaska de nos jours que les antilopes du Serengeti. Mais j'avais remarqué à un moment où je m'étais aperçu qu'à 2h, 3h du matin, eh bien, il y avait beaucoup de lions qui chassaient les antilopes du Serengeti, donc en Afrique. Mais l'Alaska, c'est très bien aussi. Les ours, voilà, c'est tout à fait sympathique. Ça, depuis au moins 10 ans. J'en avais parlé à mon médecin, mais elle ne m'a pas aidé. Je suppose que le stress est la cause, mais je n'arrive pas à m'en défaire. Alors, je dirais,
si vous le réveillez à 2 heures du matin et puis sortir de votre lit, regarder une petite émission d'une demi-heure, 3/4 d'heure, voire plus, 1 heure, même 1 heure et demie, eh bien, finalement, après, vous vous rendormez. Et si finalement, ensuite, vous avez votre content de sommeil, il n'y a pas de problème. Alors, quand je dis 1 heure et demie, c'est pas par hasard, parce que notre nictémère, comme on dit, si vous voulez, est fait de cycles, c'est-à-dire que notre sommeil marche par cycle de 90 minutes. Et donc, lorsqu'on est réveillé à la fin d'un cycle, et qu'on rate l'entrée dans le cycle suivant, et bien souvent, il faut attendre 90 minutes avant que le sommeil ne nous gagne. Alors des fois, ça se passe mieux, il y a des gens qui se rendorment au bout d'une demi-heure, mais s'il faut 90 minutes, ben, il faut 90 minutes. Et si finalement vous avez quand même votre content de sommeil comme ça, eh bien, ma foi, c'est pas vraiment très gênant. Alors, comment faire pour se rendormir après 3 heures ou 4 heures du matin? Eh bien, je crois avoir répondu, mais peut-être que je n'ai pas répondu correctement, je ne sais pas, ou en tout cas pas une réponse qui était suffisamment satisfaisante pour vous. Hein, donc, je répète, Nicole, on sort du lit, on attend que le sommeil nous gagne, on regarde des émissions de télévision sur l'Alaska ou le Serengeti, selon les chaînes, mais en tout cas pas des thrillers passionnants. On lit un livre ennuyeux, on fait une activité sans aucun intérêt, un passe-temps, quoi. Hein. Ça pourrait être du tricot, par exemple, ça pourrait être de la broderie, ça pourrait être quelque chose d'assez mécanique, qui ne demande pas une attention folle, et qui une sorte de répétition. Hein. Ça se répète, voilà. Et à ce moment-là, ça pourrait permettre de patienter en attendant que le sommeil, que l'on ne peut pas contrôler, se décide à revenir de lui-même. Hein. On l'attend patiemment, sans s'énerver, parce que si on s'énerve, on l'empêche de revenir. Hein. Et puis si on ne se rendort pas, ben, ma foi, on vit sa vie, on vit sa journée, et il est bien possible que le lendemain, ça se passe mieux. Alaska, ah oui, on avait compris, hein, bien sûr, Alaska. C'est le froid qui me fait dormir. Ah bah oui, ah bah écoutez, ça dépend, je dirais, ça dépend de la quantité de froid. Hein. Si habituellement, la plupart des gens s'endorment mieux dans la chaleur. Mais les gens qui sont dans le froid, dans le vrai froid, c'est-à-dire nettement en dessous de 0 degré, eh bien, on leur recommande de pas s'endormir dans le froid, parce qu'à ce moment-là, on risque de ne pas se réveiller. Mais je ne pense pas que vous en arriviez là. C'est pas un froid à ce niveau-là. Mais enfin, bon, chacun son truc. Je crois que c'est ça la conclusion. Il faut bien se connaître. Il faut savoir ce qui marche pour nous et ce qui ne marche pas. Les conseils généraux, il faut les écouter avec une certaine distanciation. Il faut savoir les adapter à son propre cas. Alors, Nicole, quand nous passons une journée exécrable, nous dormons dans les transports, et quand arrive le moment de sommeil, nous arrivons à plus trouver le sommeil, c'est désagréable. Eh bien oui, bien sûr, si vous dormez déjà dans les transports, vous avez déjà commencé votre nuit, et vous n'aurez ce temps de sommeil dans le transport va se déduire de votre temps de nuit, en définitive. Hein. Et quand arrive le moment du sommeil, eh bien on ne le trouve pas. Donc vous allez être obligé de patienter
Hein. Vous avez deux solutions. Vous empêchez de dormir dans les transports, vous maintenez réveillé, comme ça, ça sonne. Donc ça veut dire que dans quelques minutes, notre webinaire est fini, et si je ne veux pas me faire piéger et que ce webinaire finisse en queue de poisson, il faut que j'en tienne compte. Donc, si on ne veut pas se faire... voilà, si on veut pouvoir bien dormir, il faut peut-être s'empêcher de dormir dans les transports, se maintenir éveillé, faire des mots croisés, faire un petit jeu, surfer sur Internet si c'est possible, etc. Donc, vous maintenir éveillé et vous dormirez mieux. Mais si on a déjà dormi dans les transports, eh bien, il va falloir, au moment du coucher, attendre que le sommeil veuille bien se décider à réapparaître et l'attendre dans le calme le plus total. Donc, attendre très paisiblement que le sommeil se décide à faire à revenir, à réapparaître, à nous habiter à nouveau. Ça ne se contrôle pas. Si vous voulez, vous avez ce cycle donc d'une heure et demie qui est préprogrammé dans votre cerveau et qui fait que, eh bien, on ne s'endort pas systématiquement. En fait, souvent, c'est pour ça d'ailleurs que c'est bien d'avoir des horaires et donc d'aller se coucher toujours à la même heure, parce qu'on se conditionne à dormir à une heure donnée. Et si on laisse passer cette heure-là, on est reparti très souvent pour une heure et demie de non-sommeil. Vous avez dû souvent peut-être vivre cette expérience si vous avez des horaires. Il y a des gens qui ont des horaires très précis, d'autres non. Mais les gens qui ont des horaires ont sûrement déjà vécu cette expérience. Donc, ils ont l'habitude de s'endormir à 11 heures, ils vont chez des amis, à 11 heures, ils ont un passage à vide. Bon. Et bien sûr, ils ne s'endorment pas, et c'est parti, voilà, de nouveau, ils sont actifs, et le prochain passage à vide sera à minuit et demi. Alors, Hub me dit merci, et bien c'est très bien. Je suis content d'avoir répondu à votre question et de vous avoir été utile, y compris pour Nicole et y compris pour Isabelle, puisque c'est les personnes qui ont été les plus actives aujourd'hui sur ce webinaire. Et il y a encore des questions, excusez-moi. Alors, Hub, je voulais dire que le froid de l'Alaska plutôt que le chaud du Serengeti, ça, ou le sang du Serengeti. Enfin, l'Alaska, je ne sais pas ce qu'on vous montre. Hein. Si c'est des ours qui mangent des phoques, c'est un peu pareil que les lions qui mangent des antilopes. Mais peut-être que si on vous montre des choses plus sympathiques, voilà, c'est plus sympathique. Donc, Nicole, merci beaucoup. Isabelle, Nicole, merci beaucoup. Et Isabelle, merci, bonne fin de soirée. Et encore, Hub, merci beaucoup. Et je crois qu'on en a terminé pour les remerciements. C'est moi qui vous remercie pour toutes ces questions passionnantes. Et puis, j'espère que vous pourrez progresser, en particulier à ce programme qui apporte beaucoup d'éléments qui peuvent vous être utiles. Au revoir et bonne soirée.